C'est 23. Nouvelles technologies, univers numérique et innovation. Voici une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode d'une tasse de tech, la balado automnale qu'il vous faut en ce mois d'octobre. Je vais pas dire automnal tant que ça, parce qu'on est bien, là. Il fait pas particulièrement froid, là. C'est pas une météo d'octobre, mais quand même, c'était le bulletin du jour ou de la semaine d'une tasse de tech qu'on fait apparemment tous les épisodes ou presque. Alain McKenna, il sait qu'il n'est pas météorologue, avec Pascal Forget non plus, qui va quand même... Bonjour Alain. Je pense que tu t'en rends compte, là, que tu fais un bulletin météo à chaque fois, tu fais référence aux conditions et ainsi de suite. Ben, Donc, on parle de technologie. Ancrer notre balado dans le temps. Et dans le quotidien, mais... je me trompe en temps et température. Si les gens nous écoutent à un autre moment donné, ils seront pas... ils vont se dire, mais il fait gros soleil, il fait chaud, il fait froid, il y a une tempête de neige. Et Alain, tu vas dire, il fait beau, il fait doux. On est un peu... Ben, je préfère que les gens sachent quand on enregistre. Il y a beaucoup de podcasts, puis même de sites web où ils font exprès pour ne pas mettre la date de publication pour que ça reste comme evergreen, tu sais. Oui. C'est parce que ça ne l'est pas tout le temps. Fait que nous, on suit l'actualité technologique ici avec nos partenaires pour 2024, TELUS et Plan Hub. Dans cet épisode, Alain, on a parlé de la météo, on n'en parle plus. On va parler, d'écouteurs. J'aime ça. On va parler, d'écouteurs, de boutons, d'économie, d'intelligence artificielle, de Google, de réalité virtuelle. On a parlé de boutons la semaine passée aussi, clairement. On parle de boutons, c'est un thème récurrent et ça me fait beaucoup rire. La récurrence en technologie, les gens s'en rendent pas compte, mais il y a des cycles. On a beaucoup de choses qui apparaissent comme ça. Et on va commencer par de la nécrologie. Je recule devant rien. On parle des nouveautés technologiques, ce qui s'en vient, mais on parle aussi de ce qui va décéder, mourir bientôt. Avant ça, j'avais mis un veston noir, là, quelque chose de plus sombre. Une musique funèbre. La fin du casque HoloLens 2 de Microsoft. Oui. Je suis triste parce que je l'ai essayé. Il y a peu de gens qui l'ont essayé, je crois. C'est un casque de réalité augmentée qui était conçu pour l'industrie, pour les gens dans des entreprises, pour travailler dans des entrepôts. L'armée américaine a beaucoup investi sur le casque pour avoir une vision augmentée de sa réalité, pouvoir poser des signes, indiquer « va là, tire ici ». Je pense à l'armée, par exemple, sauf qu'il sera plus supporté à partir de 2028. La production est arrêtée, le casque HoloLens 3 est abandonné. Le HoloLens 1 va cesser d'être supporté dès le 10 décembre, donc très bientôt. Mise à jour de sécurité finale, et puis bonsoir, on s'en sert plus. C'est triste. Attends, t'es en train de me dire qu'un casque de réalité mixte qui se vend 5 000 $ n'a pas connu le succès espéré? Écoute, il fallait l'essayer pour le croire. C'est un peu comme le casque d'Apple. Tout le monde, quand il s'est sorti, sensiblement le même prix, casque de réalité mixte. Le même prix exactement, 5 000 $ les deux. 5 000 $ les deux, et ça, tout le monde rue dans les brancards. Tous les YouTubers les ont achetés pour les retourner 2 semaines plus tard, parce que finalement, c'est un peu trop cher, un peu trop tôt. Mais c'est une expérience, le HoloLens, qui date d'il y a quelques années quand même, qui était formidable, là. Tu le mettais, tu voyais tout ce qui se passait autour de toi, tu pouvais poser des objets virtuels, te déplacer, sortir de la pièce, retourner dans la pièce, l'objet est encore au même endroit. La persistance, c'est une expérience qui est vraiment, vraiment merveilleuse. Est-ce que c'était la solution à un problème qu'on n'a pas su trouver? Parce que c'est peut-être ça aussi. C'est une technologie, écoute, la réalité, même dans le Vision Pro d'Apple ou le Quest là, chez Meta, ça marche, là. C'est un bel environnement, c'est immersif, c'est tout le kit. Mais on n'a pas encore l'application là, qui génère ce magnétisme. Écoute, imagine dans les musées, dans les entreprises, visites d'entreprise, dans les parcs d'attractions, tu mets ton casque, tu vois le vrai parc, Meta en plus des choses qui apparaissent dans les airs, ça aurait pu être assez formidable. Les instructions dans la langue de ton choix. Imagine que tu te déplaces dans un endroit, puis partout où tu regardes, c'est dans ta langue, alors que pour la personne à côté, c'est dans une autre langue. Ce serait quelque chose qui est un potentiel, selon moi, qui ne demande qu'à être exploité. À 5 000 $ du casque, c'est sûr, c'est un peu coûteux.
Mais si ça avait été adopté plus grandement, je pense que ça aurait pu faire quelque chose de vraiment bien. J'ai investigué du côté des concessionnaires Mercedes-Benz au Canada. On utilisait le HoloLens pour faire du support technique aux mécaniciens avancés. Je sais pas qu'est-ce que ça signifie pour eux, ça, est-ce qu'ils en sont... Est-ce qu'ils s'en servaient pour la peine, puis ils le regrettent parce qu'ils seraient plus supportés, ou est-ce qu'au contraire, ils s'en servaient pas, puis ça fait partie de la décision chez Microsoft à suivre. Pour qu'on l'utilise, il faut que ça marche bien. Si ça marche bien ou que c'est condamné à court terme, c'est sûr que les investissements vont arrêter. Exact. Est-ce que quelqu'un va prendre la relève? Meta, point d'interrogation. À suivre, absolument. Mais c'est sûr que bon, ça va prendre quelque chose de plus abordable. Et dans la même veine, parlons du prochain iPhone qui s'en vient, l'iPhone SE. Les rumeurs se font de plus en plus insistantes et de plus en plus précises à l'effet qu'un iPhone SE, évidemment très bon marché, sera mis en vente au printemps prochain, au printemps 2025. La principale critique que je fais du iPhone 16, c'est qu'il coûte cher. Donc, pour moi, ce serait naturel qu'on présente un nouveau téléphone plus abordable du côté d'Apple. On parle de téléphone qui aurait un peu la même forme que l'iPhone 15 ou 16, vous regardez ça comme vous voulez, mais c'est une espèce de génération de téléphone avec un écran mur à mur, donc plus l'espèce de bouton d'accueil qui date du iPhone 8, je pense. Mur à mur, donc, avec plus d'affichage, meilleure caméra, tout le kit, mais à prix moindre. J'ai hâte de voir, je ne sais pas si ça va se confirmer, mais si vous attendez après le nouvel iPhone pour avoir l'intelligence artificielle d'Apple, entre autres, ben attendez au printemps parce que peut-être que l'iPhone SE sera compatible et qu'en plus, on aura le service en français, ce qui n'est pas encore le cas de toute façon. Oui. Donc, si j'avais à lire entre les lignes, c'est ce que je lirais, c'est ce que je vous dirais de surveiller dans les prochains mois. Moi, j'ai vu un article un petit peu trop enthousiaste qui va dire que le iPhone SE, le prochain, va tuer Android. Parce que là, il va être tellement pas cher, il va être tellement incroyable que là, il n'y aura plus aucune raison d'acheter un téléphone Android. Ça va tellement être supérieur. Écoute, on a lu le même texte écrit à l'envers où tous les téléphones Android battent l'iPhone 100 000 à l'heure. Donc, il n'y a pas de... C'est une raison pour qu'il y ait une diversité des choix. C'est parce que les gens ont des préférences d'un bord puis dans l'autre. Et en tant que consommateur, on veut ça. Je suis désolé, là, mais la journée où il n'y a que le iPhone, ben, bye-bye la diversité des offres, bye-bye les prix moins élevés, bye-bye les innovations technologiques fréquentes. On veut pas ça. Exact. As-tu parlé avec ChatGPT dernièrement? Ben, j'ai vu passer ça, j'ai pas eu le temps de lui parler. Je me proposais de le faire bientôt parce que j'ai hâte de voir comment elle va me répondre en bon vieux québécois, parce que là, c'est ça la nouveauté. Elle prend maintenant l'accent québécois. Ouais. Est-ce qu'elle nous passe un petit mot, un petit juron de temps en temps, ou elle garde ça civilisé, tu penses? Je pense que c'est civilisé. Ce que j'ai entendu, c'était vraiment un accent québécois très, très neutre, sans avoir les caractéristiques du français de France. Mais oui, on écrase un peu les diphtongues. C'est pas caricatural. Et ça aurait pu être catastrophique que ça fasse « Hey, salut, je parle en québécois! » Et que les Français rigolent en écoutant ça. Au contraire, je trouve que c'est très juste, c'est très correct, ça sonne québécois. Et je trouve qu'ils ont bien identifié. On va voir. Moi, j'ai pas encore l'occasion de parler beaucoup, mais j'ai entendu des exemples et ça fonctionne bien. Ouais. Ben, tu sais, l'assistant Google, moi, je l'utilise dans Google Maps beaucoup dans la voiture, puis elle parle québécois. Là. C'est une petite nuance dans la façon de prononcer certaines voyelles, entre autres, des choses comme ça. Ouais. Puis là, avec ChatGPT, exactement, avec ChatGPT, là, tu vas pouvoir interagir avec, converser. Et ça, encore une fois, c'est une expérience, une fois que tu le vis, que tu fais pas juste dire, puis là, j'ose pas dire le nom de l'assistant pour pas que tout se déclenche chez moi, mais une fois que tu te mets à dire le mot-clé et que tu converses, tu n'as plus besoin de redemander et tu jases avec ton assistant. Ouais. Ça fait une grosse différence. C'est un truc que je disais à propos de Gemini chez Google, entre autres, que quand tu lui demandes de t'écrire un truc en québécois, c'était vraiment une parodie, une caricature de ce que nous, on ferait. Donc oui, il faut... Puis en plus, c'est ça je vais finir là-dessus sur ce sujet-là, mais la promesse, c'était Mark Zuckerberg qui disait ça quand il a renommé Facebook Meta, puis en parlant d'intelligence artificielle, puis il disait la clé pour garder en vie toutes les nombreuses 28 000 langues qui se parlent dans le monde et qui se perdent à tous les jours parce que tout le monde vire vers l'anglais, puis d'autres langue principale, c'était l'intelligence artificielle parce qu'on va pouvoir comprendre toutes les nuances et mémoriser tout ça. Puis là, t'es comme, ben oui, mais là, tu demandes de parler en québécois, puis c'est un paquet de troubles. On n'est pas rendu là. Donc là, si on peut au moins améliorer ça, ça serait un aspect positif de l'IA générative, sans aucun doute.
Et voilà, dans notre line-up, j'ai sauté un sujet, Alain. Je suis Ben oui, désolé. Je pense que je suis trop énervé de t'as hâte de mettre parler. la mise Écoute, à jour toi-même, je pense que c'est ça qui arrive. oui, parce que je cherchais depuis quelques jours la mise à jour de Windows 24H2 est déployée en ce moment. J'ai pu la télécharger ce matin. Je me dis, je vais redémarrer mon ordinateur. Mais là, ça me dit que ça prend 10 minutes, 45 secondes environ pour que ça redémarre. Là, j'ai dit, C'est oh précis pour non, une approximation, ouais. c'est pris ici, puis ça ne sera probablement pas 10 minutes Mhm. 45 de redémarrage, mais j'ai la mise à jour là, qui ne demande qu'à être installée 24H2. Elle est déployée en ce moment, meilleure compatibilité avec Wi-Fi 7. J'ai hâte de voir ça, parce que j'ai un routeur Wi-Fi 7, une carte Wi-Fi 7 qui est dans une carte graphique Asus de haut de gamme. J'ai bien hâte d'en tirer le maximum. Recall devrait apparaître avec une version plus sécuritaire. Recall, c'est la fonction d'intelligence artificielle qui va permettre de voir dans les PC Intel à partir d'octobre, plus tard pour AMD. Encore une fois, c'est très délicat comment d'une plateforme à l'autre, d'un processeur à l'autre, il y a des petites ententes, des Des ajustements qui sont nuances, ouais. nécessaires. Donc, Recall devrait apparaître, qui peut être désinstallé. Il y a Click to Do, et ça, c'est la fonction que j'ai le plus hâte d'explorer, qui va permettre d'avoir, avec un clic droit, un peu partout sur ton écran, des suggestions contextuelles. Si tu cliques sur une photo, on va dire, veux-tu que je change l'arrière-plan? Si tu cliques sur une photo, on va dire, veux-tu que j'en améliore la résolution jusqu'en 4K automatiquement? Ça, j'ai très, très hâte parce que j'ai mes premières photos numériques au Nerds. J'avais testé le premier appareil photo numérique, un des premiers, écoute, qui avait une résolution fantastique de 1 mégapixel. Ouh! C'était du pixel, ça. C'était 1 million de pixels. Les photos, évidemment, aujourd'hui, c'est Un tout petit peu petit, plus. Ouais. c'est un peu dégueu. La qualité des capteurs était pas terrible, évidemment. Et puis, ça va permettre, entre autres, de réécrire du texte, son surligne du texte, ainsi de suite. Bien hâte de voir ça avec la touche copilote ou un raccourci clavier en À même temps. Je pense suivre. qu'il faut que tu fasses copilote plus clic si tu as la touche copilote. Sinon, il va avoir un raccourci clavier. Bon. Très hâte d'en reparler la semaine prochaine. Hey, je vais te chanter une chanson, Pascal. Non! Hey, Non. il fait-tu fret? On est-tu bien avec un thermostat synopé? Ouh! Quel beau lien! J'avoue que je ne l'ai pas vu venir. Les thermostats Sinopé, je les aime beaucoup. J'en ai chez moi. Ils sont super jolis. Je trouve qu'ils ont un look moderne. Cherchez ça si vous tentez d'améliorer votre domotique chez vous. Ils sont enfin compatibles avec ILO d'Hydro-Québec, le programme qui permet d'économiser en baissant automatiquement votre thermostat quand des demandes fortes d'électricité sont en cours. On va vous prévenir avant. Mon inscription a pris littéralement 3 minutes. J'étais bien énervé. Je suis allé sur l'application NaviWeb de Sinopé. J'ai dit, je veux m'inscrire. Je suis inscrit au programme ILO. Et boum, je suis allé sur Hydro-Québec. Je me suis inscrit au programme ILO. Encore une fois, quelques clics, un questionnaire. Et puis, boum, on a la compatibilité avec nos appareils existants et les nouveaux. Et pour célébrer ça, il y a une prime de 70$ par thermostat qu'on va acheter jusqu'à 10 appareils. Donc, je pense que c'est rétroactif aussi, si vous avez déjà acheté récemment un thermostat. Ça fonctionne. Donc, si récemment on l'a acheté, on peut avoir ça. Donc, c'est vraiment génial. J'espère que je vais l'avoir, cette prime-là. Ce serait le fun. J'ai 2 thermostats Sinopé ici. Et puis là, à partir de là, on va pouvoir participer au défi ILO. C'est fou parce que ce que ça fait, c'est que ça va préchauffer la température de ton domicile, ça va légèrement augmenter la température chez toi et pendant les périodes de pointe, peut la baisser, attention, jusqu'à 10 degrés si on est cow-boy. Mais on a différents niveaux. Il y a 3 niveaux, ouais. C'est ça. Ceux qui sont frileux peuvent baisser d'1 ou 2 degrés. Ceux qui sont plus aventureux, 5 degrés. Moi, là, m'en mettre un chandail, je pourrais économiser. On calcule même l'économie possible, potentielle, jusqu'à... Quand je vis seul, c'est tout petit chez moi. Tout le monde a froid quand ils viennent chez moi. Je pourrais économiser jusqu'à 45$ par année. Mais si vous êtes une maison avec plusieurs pièces, des ados, des gens comme ça, puis que le chauffage est tout le temps monté partout, vous pourriez économiser beaucoup en profitant de ça. C'est vrai. Il y a aussi le contrôleur de chauffe-eau là, qui fait du beau travail pour réduire, c'est quoi, 25% de la facture d'électricité d'un ménage québécois typique, c'est le chauffage de l'eau. C'est le chauffe-eau. Donc ça aussi, c'est une façon facile de sauver des sous. Là.
Ben oui, on a des chauffe-eau hyper efficaces, mais ils chauffent même la nuit, même quand on est absent, même que pourquoi pas baisser la température, ne pas Il y a façon baisser de le faire légèrement la intelligemment. Ouais. température. C'est ça, parce qu'on veut pas la maladie du légionnaire. Ben Si on voilà, t'a faut dit qu'il y faire avait une attention, mais quand même. recrudescence. Mhm. Si de l'eau chaude stagne trop longtemps, on peut avoir des trucs assez terribles. Exact. C'est pas le fun, on veut pas ça. Ça fait un petit bout de temps qu'on en parle, puis ça fait un petit bout de temps aussi qu'on attend que ce soit disponible. Les fameux outils d'IA générative pour créer des vidéos sur demande. Il y a Sora du côté d'OpenAI, il y a VO, je pense, VO chez Google, là, qui sont toujours en bêta, qui sont toujours réservés, parce qu'évidemment, on doit avoir peur de créer un monstre, là, parce qu'une fois qu'on peut faire les vidéos qu'on veut, bonjour la fin du cinéma. Écoute, Ben oui, puis bonjour évidemment, la c'est très limité génération. parce qu'on souvent dit ça peut faire maximum 1 minute de vidéo, mais c'est quand même de la haute définition. Puis généralement, c'est assez convaincant le résultat et on travaille avec de vrais réalisateurs de profession pour améliorer les outils. Et là, c'est Meta qui se lance dans l'aventure. Meta vient d'annoncer le lancement de ses propres outils de génération de vidéos par l'IA, évidemment, qui s'appelle MovieGen. Hein, on y va directement avec le nom. On sait ce que ça veut dire, MovieGen. Donc, générer des films. On n'a pas, évidemment, c'est à suivre, là, c'est en développement, c'est pas encore accessible par tout le monde. On parle d'un outil qui peut tenir en compte de 30 milliards de paramètres pour générer de la vidéo, donc ça rend l'outil quand même assez performant. Et pour l'audio qui l'accompagne, ça aussi, c'est un élément important. On parle de 13 milliards de paramètres tenus en compte, donc ça peut rendre des vidéos avec un son, avec une bonne qualité, un beau niveau de réalisme, je devrais dire. Donc, ça va être à suivre parce que ça fait... tu sais, on est à 1 mois d'élection présidentielle aux États-Unis, puis on craignait donc l'avalanche de fausseté en termes de fausses vidéos. Là, on a vu beaucoup de fausses photos, puis de faux commentaires, puis plein d'affaires. Évidemment, mentir est un sport national aux États-Unis, on dirait, là, de toute façon. Mais on n'avait pas encore vu cette avalanche de vidéos. Et là, si ça finit par être mis commercialisé tel que c'est prévu, ça pourrait être un problème. Cela dit, je ne sais pas, j'imagine que les vidéos produites sont signées, hein, le fameux watermark là, que les autorités demandaient, ce qui serait la moindre des choses pour des entreprises qui se veulent responsables, mais ça va être intéressant de suivre ça. Le jour où on peut créer des vidéos sur Facebook, qui est déjà un beau nid de fausses informations. Oui, de contenu épouvantable. Le plus jeune de ma blonde qui me sort encore que les mecs croquettes, c'était fait avec des poussins écrasés. Oui, c'est vrai. J'ai comme non, attends un peu, là. Arrête, là. Ouais, mais j'ai vu une vidéo. Non, attends un peu, on est loin, là. Oh, parlant d'intelligence artificielle, on pourrait appeler une tasse d'intelligence artificielle émission. Il y a un nouveau bouton sur les Chromebooks. Qui a besoin d'un nouveau bouton? On en parlait sur les ordinateurs Windows avec Copilot PC+, qui a un petit bouton à côté de la barre d'espace que j'accroche tout le temps, qui démarre Copilot. Sur les Chromebooks, imagine-toi donc qu'on va avoir aussi un nouveau bouton qui permet d'accéder à des options d'intelligence artificielle. Celui-là va être va remplacer le Caps Lock. OK. Donc, il n'y aura plus du tout de Caps Lock, là. C'est fini le Caps Lock. Il n'y aura plus de Caps Lock. Un Caps Lock, on aime ça, Caps Lock? Qui utilise ça à part nos grands-parents il y a quelques années pour envoyer des courriels? C'est ça, tu veux écrire Donald Trump, tu pèses sur Caps Lock, tu écris tout en majuscule. Ouais. C'était le fun pour les dactylos, mais pour les claviers d'ordinateur, moins pratique. Fait que là, sur certains nouveaux Chromebooks, on parle de, entre autres, le Lenovo Duet et le Galaxy Chromebook nouvelle génération. Bouton pour activer l'intelligence artificielle, les outils contextuels encore. Je pense qu'il y a un contexte là d'activer l'intelligence artificielle contextuelle. Je voyais que Copilot, entre autres, permettait de savoir qu'est-ce que tu faisais, puis quand tu dis « peux-tu réviser ce texte », il va détecter que tu as du texte ouvert puis l'utiliser. Je me dis, c'est la moindre des choses. C'est supposé d'être intelligent, cette affaire-là. Ça peut nous aider? Non, mais tu sais, quel texte veux-tu que je révise? Le texte qui est là, qui est surligné puis que je travaille dessus depuis une demi-heure? Allô? Imagine une personne, tu sais, peux-tu m'aider? Ben, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu sais, je suis en train d'élever une charge lourde, peux-tu? Faut tout expliquer à l'intelligence artificielle. Fait que le nouveau bouton sur les Chromebooks, ceux qui ont des Chromebooks Plus, ça va être déployé. En ce moment, on va avoir un raccourci clavier qui va permettre de le faire. Personnellement, l'ajout de nouvelles touches sur les claviers, je suis pas sûr. Ouais, des touches dédiées à des fonctions aussi précises. C'est toujours un peu comme... Ben oui, sur les télécommandes. Je sais pas si tu as des télécommandes Netflix. De Roku. Ouais. Puis, d'un modèle à l'autre, tu as des boutons avec des services qui existent même plus. Tu as ton bouton puis que tu peux pas renommer dans certains cas.
des petites ententes, Ouais. c'est comme, on met en valeur des services. Et on va terminer avec une autre nouvelle de Google. Ben oui, Ça se peut quand... finissons ça sur une impression de déjà-vu, hein, parce que ça se passe en Nouvelle-Zélande et tout à coup, prenez des notes tout le monde, Google menace de retirer les sites de nouvelles de son moteur de recherche. Ah ben, parce qu'en Nouvelle-Zélande, vous aurez compris que on essaie de forcer les géants du numérique à investir dans le contenu local. Donc, on se dit, si vous profitez des nouvelles, des sites de nouvelles pour générer du trafic, donnez-leur donc un peu d'argent. Et là, Google dit, ah, moi, ça me tente pas. Donc, technique de négociation, donc, déjà vu, ça a été la même chose chez nous jusqu'à la dernière seconde avec le projet de loi fédéral à Ottawa sur la question des nouvelles en ligne. Ça a été la même chose en Australie, qui est juste à côté de la Nouvelle-Zélande. Avant nous, même, c'était en 2010, je me rappelle plus, ça fait quelques années, là, c'est en 2020 passé, il me semble. Bref, au cas par cas, une des choses que disent souvent les experts en numérique et en technologie quand il est question d'encadrer la technologie, c'est qu'il faudrait que ce soit l'OCDE ou l'ONU qui fait des... Évidemment, ce ne sont pas des gouvernements, ils n'ont pas force de loi, mais c'est là où tu te dis qu'il y a une espèce d'alliance de pays, je ne sais pas quoi, là, qui pourrait décider de faire des mesures en groupe plutôt qu'au cas par cas, ça éviterait ce genre de menaces. Matière à réflexion. Oui. Pour finir nos espressos de texte sur cette note. On va passer aux de vrais actus. Je sais pas, il va falloir trouver une autre façon de les distinguer parce que tout est vrai dans ce qu'on dit, en fait. Il n'y a pas de différence. Mais on est un petit peu plus dans le gadget cette semaine dans nos actualités. Juste se rappeler en entrée, en préambule de la chose, que l'actualité d'une tasse de tech est présentée, comme à chaque semaine, par InfoBref. Une infolette qui vous évite de perdre du temps à fouiller chaque matin dans l'actualité. L'actualité vous saute au visage directement à partir de votre inbox grâce à InfoBref à 5 h du matin qui vous dépose 10 nouvelles rapides. Ça prend pas 5 minutes à lire et vous êtes au courant de tout ce qu'il faut savoir pour arriver au coin de la machine à espresso de votre place de travail préférée, donc celle probablement où vous travaillez. Et vous pouvez ensuite discuter le bout de gras avec vos collègues. Il n'y a juste pas de sport. Donc, vous ne pouvez pas parler de, mon Dieu, mais est-ce que la mise en échec sur tel joueur ou tel joueur était légale ou pas, qui est apparemment l'élément contentieux de la semaine. Là. Je ne sais pas ce qui se passe dans le hockey, mais clairement, il y a des arbitres qui ne font pas leur job. Moi, c'est ce que je vais vous dire. Et peut-être qu'un jour, on remplacera les arbitres par des intelligences artificielles. Ça serait une façon de rehausser la qualité du jeu, je vous le dis tout de suite. Je pense que ce serait possible, en fait. Ça ne doit pas être si sorcier que ça. Tu mets des caméras tout le tour, là. Là, l'espèce de grosse alerte, ça fait bip! Puis là, t'as une voix synthétique qui dit toi, numéro 18, 2 minutes au banc parce que t'as été un peu jambon pendant l'instant. Mais je t'ai-tu dit ma super théorie sur le hockey? Ah, tu sais, dans tous les sports, le football, les compagnies, tu as des caméras qui volent au-dessus des joueurs, tu as plein d'options. Ils ont fait des caméras style matrice autour des terrains de football. Ils innovent beaucoup dans la façon de voir. Au baseball, tu vois des caméras qui indiquent c'est quoi la zone de prise et compagnie. Au hockey, tu as encore une caméra qui va de gauche à droite, qui va de gauche à droite, qui va de gauche à droite. Je me dis, pourquoi pas mettre des GoPro, des caméras tout autour de la bande, à la hauteur des joueurs? Et là, tu peux animer ce qui se passe un peu comme dans la matrice. Tu pourrais voir des montées d'un bout à l'autre de la patinoire, du point de vue de la patinoire. Et il y aurait quelque chose, il me semble, d'extraordinaire. En tout cas, j'imagine... Non? Tu pourrais faire des vues, là, tu pourrais tourner autour des joueurs vite, si un peu comme... Le principe de la matrice, c'est que tu mets beaucoup de caméras autour de l'action, puis tu passes d'une caméra à l'autre. Fait qu'au lieu d'avoir la même caméra à 24 images secondes, tu as 24 caméras, puis tu passes d'une image d'une caméra à l'autre. Fait que ton action se déplace très rapidement. Mais ils n'ont pas fait quelque chose comme ça tout autour de la patinoire. Il me semble que Bell commandite un machin dans ce genre-là, qu'ils utilisent seulement en reprise une fois dans le match. Oui, tu pourrais le faire de temps en temps, mais j'imagine que ça pourrait, en direct, on pourrait suivre un joueur du niveau de la glace, et là, tu as un point de vue extrêmement impressionnant. C'est comme si tu étais aux premières loges de l'action. Ça me rappelle quand, je vais dire NBC, mais un réseau américain a décidé d'innover en termes de comment on peut filmer un match de hockey. Ils ont inséré des caméras des places. Et ils ont mis, entre autres, une caméra un petit peu au-dessus du filet pour filmer l'avantage numérique vu du goaler, du gardien de but. Oui. Et ça, aux États-Unis, c'était cool. Mais au Canada, il y avait beaucoup de résistance parce que l'amateur de hockey moyen qui regarde le hockey à la télé au Canada est extrêmement conservateur, traditionnaliste dans sa façon de consommer du hockey. On veut tous revivre le hockey de Radio-Canada, la soirée du hockey en noir et blanc, j'ai l'impression. Il y a un petit peu de ça. Et il y a beaucoup de résistance au changement dans ce sport-là, particulièrement. Ça explique d'ailleurs pourquoi le hockey n'est pas présent comme d'autres sports dans des plateformes style Amazon Prime, Apple TV,
ou n'a pas même son propre service de streaming de façon plus générale. Il faut de la vidéo, puis ils ont des deals aux États-Unis avec ESPN, entre autres, mais chez nous, ça reste limité aux diffuseurs, parce que c'est une question d'argent, mais aussi d'auditoire qui est très conservateur sur ces choses-là. C'est dommage parce que ça pourrait ouvrir, mais je me souviens du tollé quand il y a eu les rondelles qui devenaient en feu quand elles étaient envoyées rapidement là, pour aider les Américains à suivre la rondelle. Et là, ça avait fait, c'était très, très gadget d'avoir la rondelle qui devenait en feu quand elle était lancée vite, vite. On va s'inviter dans un podcast de sport puis on va en parler. Ouais, on va parler de ça. J'aimerais ça. Je vais vraiment parler au travers de mon chapeau. Définitivement. Non, mais je veux dire, on arrive avec l'angle plus techno, nécessairement, là, mais c'est des bonnes questions quand on compare ce qui s'offre. Surtout maintenant que tout est numérique, là, on a une raison pour en parler, définitivement. Invitez-nous dans un podcast sportif si vous nous écoutez. Ce qui nous mène à parlant d'intelligence artificielle et de nouveaux gadgets, à parler de nouveautés de cette semaine. Il y a eu quand même quelques nouveautés qui ont été présentées cette semaine. Je vais commencer, c'est-à-dire par un appareil qui... mon Dieu, qui devrait être plus répandu, plus populaire malgré tout, la Fire HD 8, la tablette Fire HD d'Amazon. Oui. Pour la seule et simple raison qu'elle coûte 120 $. Oui. Et le modèle précédent, je le dis tout de suite, je le vois, il est à 74 $. Si vous voulez un deal sur une tablette pour les enfants, une tablette que vous apportez en voyage et que vous pouvez laisser là-bas sans trop stresser, le modèle précédent, 74, le nouveau, 120 $. Tu as tout à fait raison. Moi aussi, j'ai sursauté quand j'ai vu ça. Je fais comme... Faut dire que c'est un prix de lancement spécial. Il y a les... je ne sais pas c'est quoi en français, mais en anglais, ils appellent les Prime Big Deal Days. 8 et 9 octobre prochain. Ça, c'est la semaine prochaine. Ça vient vite. Où là, on offre ce prix de lancement incroyable. La tablette Fire HD 8, comme le dit son nom, a un écran HD de 8 pouces. Évidemment, c'est pas un appareil qui repousse le concept d'une tablette. C'est pas des performances. Non, ça ne remplace pas un iPad. Un iPad est supérieur à tous les niveaux. Là. Et on vend d'ailleurs deux versions de la tablette spécifiquement destinées aux kids, aux enfants. D'ailleurs, leur nom, c'est Fire HD Kids et Fire HD Kids Pro. J'imagine que les Kids Pro, c'est les petits bonhommes d'1 an et demi qui s'habillent en complet cravate, là, comme dans les petits dessins animés de Pixar. Je dis Pixar, mais ça doit être complètement un autre studio. Mais bref, vous voyez ce que je veux dire. Ça, c'est un bon deal. Bon deal pour les enfants. En ce moment, la tablette est à 124 $ versus 189 $. Ça vient avec un étui protecteur. Et 2 ans de garantie, pas de question posée. 2 ans de garantie. Votre enfant le balance dans son yogourt, puis elle meurt, et vous pouvez l'amener, puis c'est garanti. Écran de 8 pouces, on a amélioré la mémoire vive, plus de puissance, donc plus de stockage aussi, donc plus d'applications et plus de contenus qui peuvent être déposés. Il y a une fente micro SD. Oui. Qui est donc, je ne comprends pas l'absence de fente micro SD sur la plupart. Je ne sais pas si c'est une question de licence. Peut-être que l'inventeur du micro SD demande trop d'argent pour... Peut-être en tout cas. Moi, je pense que les gens ne l'utilisent pas, tout simplement. Probablement qu'il y a peu de ça tout aussi. Puis moi, je sais que quand on a besoin, à un moment donné, la plupart des gens vont remplacer leur appareil plutôt que mettre il doit tellement avoir d'appareils jetés avec des fentes micro SD avec la carte dedans que les gens ont oublié d'enlever avant de se débarrasser de leur appareil, que ça peut-être... Ils se demandent pourquoi ils perdent leurs photos. Ben voilà. Caméra arrière améliorée de 5 mégapixels et 13 heures d'autonomie. Donc un bel appareil. Et on promet, parce que c'est dans l'air du temps, des outils d'intelligence artificielle intégrés. Ça va venir dans les prochaines semaines parce que c'est pas encore au point. Apparemment, c'est la mode d'annoncer des affaires puis de ne pas les lancer vraiment. Assistant d'écriture, donc on va pouvoir revoir le ton de ce que vous écrivez, si vous écrivez sur une tablette, que ce soit un courriel ou un texte ou peu importe. On va pouvoir aussi corriger, évidemment. Et il y a des résumés de pages web. Si vous lisez un site web qui vous semble trop long, l'IA va vous résumer ça en 2 paragraphes. Et il y a aussi un créateur de fond d'écran. Vous demandez, hey, voici le genre d'image que j'aimerais avoir sur ma tablette. Et là, paf, en pleine haute résolution, la tablette va créer l'image et va vous la mettre en fond d'écran. À voir, écoutez, évidemment, c'est une tablette Amazon, donc ça vient avec le App Store d'Amazon. C'est pas une tablette Android, même si c'est Android le système. Vous voyez la petite nuance. Donc, pas de Play Store de Google. Mais la plupart des applications dans l'App Store d'Amazon sont les mêmes. Donc, il n'y a pas vraiment de nuance. Mais évidemment, c'est axé sur Amazon. On parle de Kindle beaucoup pour lire des livres, des choses comme ça. Donc, les produits Amazon sont poussés, Amazon Prime Video et tout ça. Donc, c'est une façon de mettre le doigt dans l'écosystème. Et comme vous le savez, quand on paye pas cher, on paye aussi d'une façon qu'on ne soupçonne pas. Et Amazon va utiliser vos historiques pour vous refiler des recommandations d'achat à gauche et à droite. Basé sur ce que vous faites avec, donc toujours garder ça à l'esprit. Mais quand même, une tablette de 8 pouces à 120$, comme on dit en bon français.
comme le dirait Ça fait... ChatGPT, n'est-ce pas, maintenant qu'elle parle québécois, Ouais. pour un enfant, pour la famille, pour Ouais. pas se casser la tête. Ouais. Pensez-y. Oui, c'est quand même amusant. Puis c'est en solde en ce moment, profitez-en. Moi, je voulais vous parler de la nouvelle Oura Ring 4. Tu J'ai portes la remis, 3 ou tu as la j'ai 4 remis ouais, déjà? c'est la 3. Je l'ai remise hier justement parce que j'ai en route la Galaxy Ring de Samsung pour faire un essai, pour en parler ici, bien sûr. Oh, Et là, je voulais me écoute. rafraîchir la mémoire sur ce que ça fait cette bébelle-là pour comparer avec l'autre, et puis ensuite on pourra en reparler. Mais j'ai vu aussi que la Ring 4 chez Oura s'en venait, là. Oui, plus mince, plus sexy, capteur amélioré, en titane. Es-tu plus cher En- aussi, ou c'est juste moi? Il me semble Elle que... est un petit peu plus chère. J'ai vu que le modèle 3 était autour de 400 dollars au Canada et il est 469 le modèle 4, donc un peu plus cher, mais en titane. Au lieu d'avoir une espèce d'enduit en époxy à l'intérieur de l'anneau, les tailles vont être plus grandes aussi, de 4 à 15 versus de 6 à 13 en termes de taille de bague. Si vous avez acheté ou si vous considérez une bague connectée, faites l'essai, demandez le kit de bague, même si vous connaissez Ah votre oui. taille d'anneau. Assurez-vous d'essayer chaque bague connectée légèrement, si on parle de millimètres, mais ça fait toute la différence entre une bague confortable. Il faut que les Oui. capteurs à l'intérieur soient bien ajustés. Écoute, on parle aussi d'amélioration de l'application avec des algorithmes améliorés. Entre autres, le fait que chacun porte sa bague sur un doigt différent, ça fait que quand on tourne la main, quand on bouge, selon comment on se tient, ça peut changer beaucoup les données. La bague va tourner aussi, ce qui va changer la précision des capteurs. Mhm. La nouvelle bague, elle est entièrement ronde. Il n'y a pas de petites Il y avait zones un petit pour emboss sur la ajuster. première génération, ouais. Petit emboss que j'aimais bien pour dire je veux que ma bague, les capteurs soient au bon endroit, je laisse la petite bosse sur le dessus. Les algorithmes améliorés, j'ai bien hâte de voir ça. Moi, ma grosse lacune avec la Oura Ring, c'est que sans l'abonnement, qui coûte une dizaine de dollars par mois, on a très peu de données. Et ça, je trouve ça dommage. On a dit ça va bien, ça va pas bien, mais on Mhm. n'a pas le détail des données. Puis, ça revient cher quand même. Là. C'est 120 Ouais, dollars puis par... le gros avantage d'un anneau sur une montre ou peu importe, c'est le suivi du sommeil. Donc, puis Oura fait des très bons suivis, des très bonnes analyses du sommeil, sauf qu'il faut payer pour à chaque mois. C'est ça. Clairement, on veut faire. Puis la bague n'est pas donnée non plus en partant, donc c'est pas C'est intéressant ça. monétairement. C'est Ouais. 469 plus un abonnement et 469, c'est le modèle de base de la bague. Il y a des modèles plus sophistiqués avec des finis différents qui vont être un peu plus coûteux, 520 dollars, je crois. Ben, il y a des On gens a qui, amélioré évidemment, vont tout. payer ce montant-là pour l'aspect plus bijou de l'affaire. Ben oui. Et là, je me demande, est-ce que ce serait pas une bonne idée d'y aller en mode abonnement? Là, on te fait payer 30 dollars par mois, mais tu as une nouvelle bague dès qu'il y a un nouveau modèle et puis on te la remplace. Puis tu payes pas 500 quelques dollars pour ta bague d'emblée. Exact. Ou tu paies un montant à 200 dollars pour ta bague, mais ensuite tu paies 30 dollars par mois. Je sais pas. Ça peut être en bout de ligne plus abordable pour les consommateurs. Bon point. Il y a un autre truc qui s'en vient, c'est moins du matériel, plus du... Ben, en même temps, c'est du matériel, mais c'est un nouveau standard. C'est le fameux standard Thunderbolt, qui est Thunderbolt. qui s'ajoute au port de connexion USB, qui, si je ne me trompe pas, est développé par Intel principalement, mais qui est adopté par différentes entreprises, dont, ironiquement, Apple, qui est un des plus gros promoteurs probablement du Thunderbolt 3 et 4. Et là, on vient d'annoncer, tranquillement pas vite, l'arrivée de Thunderbolt 5, donc une nouvelle version de ce standard qui, ma foi... on fait dans le superlatif, là. Ça va vite en tabarnouche. J'ai pris connaissance parce que c'est la compagnie Kensington qui fait des périphériques en toutes sortes, qui a présenté la semaine dernière un nouveau hub, un nouveau socle, une station de travail, un connecteur, appelez ça comme vous voulez, pour ordinateur qui s'appelle, le nom n'est pas super, SD5000T5, qui présente les nouvelles caractéristiques du Thunderbolt 5. En partant, je vais vous le dire, on présente ça comme une technologie prête pour le futur, parce qu'il y a à peu près rien qui existe en ce moment qui supporte ce standard-là. Il y a un ordinateur dans le monde, c'est la marque Razer, c'est un ordinateur pour gamers. Je pense qu'il y a un disque dur externe qui s'en vient d'ici quelques semaines de la compagnie OWC. Sinon, c'est à peu près ça. Donc, il n'y a vraiment aucune urgence de se ruer vers ces gadgets-là. Mais si vous êtes, et c'est les exemples qu'on donne, un super gamer ou un créateur de contenu qui fait de la vidéo 4K, tout ça, puis qui a besoin de transférer beaucoup de contenu d'un appareil à l'autre, ça peut être intéressant. Écoutez, on parle d'un hub qui, dans le cas de Kensington, peut supporter grâce au protocole Thunderbolt 5
plus deux moniteurs 8K minimum, avec un taux de rafraîchissement supérieur à 120 Hz. On a essayé 3 moniteurs 4K côte à côte avec 144 Hz de taux de rafraîchissement. Et sur un seul moniteur externe, on peut avoir jusqu'à 540 Hz de rafraîchissement. Donc, vous imaginez, c'est 540 fois par seconde qu'on revoit l'image. Donc, pour les gens qui ont besoin d'une précision d'image, je ne sais pas à quel point les gamers ont besoin d'autant d'images par seconde, mais bref, ça va très vite. On parle d'une bande passante par connexion de 80 gigabits par seconde pour un seul câble USB qu'on branche. Pas besoin d'alimentation. L'alimentation est fournie. Il y a un standard, là, c'est USB PD 3.1, PD pour Power Distribution. Donc, ça passe par là. Et on peut aller jusqu'à 240 watts de transfert d'énergie. À un moment donné, on va mettre notre doigt là-dessus et on va s'électrocuter. Ça n'a aucun bon sens. C'est pas vrai, là, mais oui, c'est ça. On va lécher son doigt, on va toucher le fil. Ah, tabarnouche, ok, il est branché. Mon port USB avec ma langue, non, c'est pas une bonne idée. Des petits feelings. Mais vraiment, de la recharge rapide, évidemment, en théorie, ça va être plus près des 100 à 140 watts. Là, donc, les recharges rapides vont se faire quand même assez bien. 60 watts sur les appareils mobiles, ça aussi, ça va être assez rapide. Pour donner un exemple de la rapidité de transfert de données, en fait, pour mettre les choses en contexte, ce qu'on explique, c'est que si vous prenez un iPhone 16 Pro et vous filmez en 4K avec, 10 minutes de vidéo, c'est un petit peu plus que 300 gigaoctets de données. C'est un gros fichier par connexion USB ou même par sans fil, ce qu'Apple aime beaucoup faire, ça prend vraiment beaucoup de temps à transférer 300 gigaoctets. Si vous le faites par une connexion USB-C, ça va vous prendre 6 minutes. Le protocole Thunderbolt 4, qui est déjà assez courant, va prendre 3 minutes. Thunderbolt 5 va prendre moins d'une minute. On parle d'une quarantaine de secondes probablement. On a atteint des taux de connexion, des taux de débit de transfert par USB sur Thunderbolt 5 de 5383 gigabits par seconde. C'est quasiment un téraoctet dans 2 secondes. Ça, c'est quand même pas rien. Donc, ça va aller vite. Je dis gigaoctet, c'est vrai, c'est des gigabits. Des gigabits, ça veut dire. Des gigabits, c'est ça. Bon, excusez-moi, j'ai vu GB et je me suis excité, mais c'est pas GO, c'est GB. Donc, les gigabits, t'as pas des gigabits. Mais ça vous donne une idée quand même de la rapidité. Donc, ça s'en vient. On promet une flopée de nouveaux PC d'ici la fin, d'ici 2025. Donc, d'ici Noël et probablement au printemps prochain. Et évidemment, ensuite, il va en avoir beaucoup plus. Là. Donc, si vous voyez ça sur des boîtes de produits Thunderbolt 5, préparez-vous, ça s'en vient. Et clairement, autant chez Intel que chez les fabricants de périphériques, parce qu'on a besoin de générer là, de l'intérêt envers ce genre de nouveautés-là. On va entendre beaucoup parler de Thunderbolt 5 dans les prochains mois. Plus que probablement ce qu'on a entendu avec Thunderbolt 4 et les Thunderbolt précédents, parce qu'il y a une promesse d'amélioration vraiment supérieure qui laisse sous-entendre qu'on va vraiment se faire rabattre les oreilles avec ça sans bon sens. Ben, on veut inciter les gens à acheter des nouveaux PC, acheter des nouveaux périphériques. On veut secouer un peu le marché sans qu'il ose. Je pense que quelqu'un qui achète un ordinateur aujourd'hui puis que ça fait 10 ans que son ordinateur va voir une différence quand même remarquable à tous les niveaux, y compris le transfert des données qui va être beaucoup. Juste un fil USB plutôt que 4-5 fils avec le HDMI, l'USB, l'USB-C. Ben oui, mon bureau est tellement plus propre, un seul fil pour alimenter le moniteur et transférer les données. C'est propre. Voilà. Ça fait le tour de l'actualité de la semaine. C'était pas mal chargé, mais c'est pas fini parce qu'on prend une petite pause. On sort nos gadgets et on parle d'écouteurs Bluetooth tout de suite après ceci. Restez avec nous à Une Tasse de Tech. De retour à Une Tasse de Tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Et là, bienvenue à Une Tasse de Tech, cette partie de l'émission qui nous permet de vous parler de nouvelles technologies matérielles. C'est pas mal tout le temps du gadget, en fait. Des fois, il faudrait peut-être varier dans l'applicatif, je sais pas, mais on peut en profiter pour parler de qualité sonore dans vos écouteurs. Oui. On va vous en mettre plein les oreilles, Alain. Plein les oreilles. Et ça me fait penser, ce sera qu'une très petite parenthèse, que je lisais récemment, là, ça commence à être la bulle de l'audio lossless là, versus le bon vieux CD, là, commence à éclater dans le sens où les gens, même les professionnels du son, font de moins en moins, ou en tout cas l'admettent maintenant, ils font de moins en moins la distinction entre la musique sur CD et la musique sans compression en numérique. Donc, l'espèce de snobisme du musique numérique commence à se résorber. Je place ça comme ça dans la conversation, je vous laisse débattre à partir de là. Oui, mais c'est sûr que la musique numérique est nettement supérieure à tout ce qui se fait. Le retour des cassettes audio, je comprends pas. Là. Les gens ont de la bouillie dans les oreilles ou je sais pas quoi, ils ont des problèmes d'audition. Mais s'ils trouvent que le son des cassettes est chaleureux et réconfortant, si t'aimes entendre un chut dans tes enregistrements, c'est ton choix, mais on n'aime pas ça. Écoute, les cassettes avec, excuse-moi, la cassette avec quelque chose que la MP3 n'a pas, c'est le petit au début de la cassette et à la fin de la cassette. Ouais, et là, je suis assez fier d'avoir réussi à faire ces deux bruits-là. Ouais.
Et voilà. C'est tout. Je vais parler des Pixel Buds 2. J'ai la Oui, version rose entre les Pixel Buds 2 Pro, la pro. version Pro des Mhm. Buds, qui sont offerts en rose. Je le répète, si vous avez un cadeau à offrir à quelqu'un qui utilise un téléphone Android, vous pouvez aussi l'offrir à quelqu'un qui utilise un iPhone. Il y a d'autres Vous aurez couleurs, mais il y a il y a d'autres le nouveau couleurs couleur, c'est le aussi, rose. tout à Ouais. fait, mais les gens vont entendre que le rose, on s'entend. Annulation active de bruit, c'est une version pro. Il y a des très petits embouts. Il y a des gens qui aiment Ouais. beaucoup ça, ceux qui ont des petites oreilles. C'est pour ça que je pense au marché féminin ou les gens qui ont des plus petites oreilles. Très petits embouts. Ils peuvent se connecter avec 2 appareils en même temps, téléphone, ordinateur, par exemple. Très, très le fun. Si ton téléphone sonne, même s'ils sont connectés avec ton ordinateur, ça va passer au téléphone, ainsi de suite. Tu peux activer un mode qui va reconnaître que tu parles. C'est plutôt efficace. Dès que tu commences à parler, la musique que tu écoutes s'arrête. Et quand tu arrêtes de parler, après quelques secondes, la musique redémarre. Très pratique si tu t'en sers dans des endroits publics. Tu parles avec quelqu'un, tu parles au téléphone, tu parles dans un café. Mhm. Et ça enlève aussi l'annulation de bruit, fait que tu te mets en mode transparence. Tu entends bien ta voix. J'aime beaucoup ça. On peut, avec l'application, faire l'ajustement de son avec un contrôle, l'activation ou non du contrôle tactile, si tu veux qu'en touchant tes écouteurs, ça fasse quelque chose ou non. Souvent, je le désactive parce que quand tu mets un capuchon, quand tu accroches par mégarde, tu te touches Quand tu l'oreille, cours dehors et t'accroches, qu'il pleut, tu cours, ça oui, peut s'activer par mégarde, on peut le ça désactiver. m'arrive souvent. Mhm. Tout ça, on peut le faire dans l'application, mais on peut aussi le faire, et ça, c'est vraiment chouette, je l'ai installé ce matin, dans n'importe quel navigateur basé sur Chrome. Ça, c'est vraiment chouette. Tu ouvres une fenêtre dans ton navigateur Chrome et tu peux contrôler tes écouteurs. Et là, je me demande si c'est pas une petite passe-passe pour ceux qui ont des téléphones Android, des iPhones, pourraient ouvrir un Pour éviter navigateur d'avoir à passer Chrome par l'application. pour gérer leurs écouteurs, ainsi de suite, Mhm. parce qu'il n'y a pas d'application pour iPhone. J'ai cherché, j'ai pas trouvé ici. Mhm. Un truc qui est flyé, pourquoi je suis très enthousiaste, parce qu'ils sont très jolis, ils sont plus compacts, l'étui est plus grand, sont beaucoup plus petits, ceux qui trouvaient que c'était gros, beaucoup plus petits, beaucoup plus distraits. C'est qu'on peut faire un test d'étanchéité pour s'assurer que le seau se fait bien. On peut les visser dans son oreille. C'est assez particulier, ils sont très petits, on peut les visser pour augmenter le saut, sauf que ça fonctionne pas avec moi parce que j'ai des trop grandes oreilles. Il y Ah, a des embouts larges, mais il n'y a pas d'embout extra large ou d'embout un peu plus grand. Il y a des très petits, mais il n'y a pas d'extra large. S'il vous plaît, pensez à ceux qui ont des gros conduits auditifs. C'est pour ça que j'ai trouvé qu'il manquait un peu de punch côté ben, musical. je confirme que, et j'ai pas des oreilles particulièrement spéciales, qu'effectivement, il manque de oomph dans l'amplification des sons. Avec ou sans égalisateur, sur Android, on peut mettre des égalisateurs sonores de tierce partie, n'est-ce pas? Oui. Pour trafiquer, puis même quand on booste les basses, pour le dire en bon français, on reste un peu sur sa fin. C'est ça. Mais, j'ai l'habitude d'utiliser des écouteurs qui sont conçus avec des super basses et compagnie, entre autres les écouteurs Dyson là, qui vont dans les basses très profondes. On peut les retrouver avec Find My Device, ce qui est très très le fun. Si jamais on perd un des écouteurs, on perd un des embouts, on les cherche. On va pouvoir retrouver si on les a oubliés dans l'autobus, si on les a oubliés chez sa blonde ou si on les a oubliés chez soi, tout simplement. On a juste à chercher un peu plus la dernière fois où ils ont été connectés. Ils sont très petits, ils sont très chouettes, ils sont en rose, je le répète, ils sont 300 $. Ça, c'est cher. Moi, je veux dire, ceci, c'est cher. Le pro, ça coûte cher. Est-ce que tu peux Ben, les écoute, déduire si tu es travailleur autonome? Bonne question. faut-il que je finisse par faire un texte là-dessus, mais j'ai essayé, tu sais, on reçoit beaucoup des écouteurs parce que tous les fabricants de téléphones maintenant déclinent une version d'écouteurs Bluetooth qui va avec. Et les OnePlus, pardon, Buds Nord 3. La marque Nord chez OnePlus, c'est la marque plus bas de gamme, là. C'est les meilleurs écouteurs de l'automne à date. Avec la basse riche, la puissance de frappe, l'insonorisation aussi. Donc, à côté de ça, et puis ils tiennent bien à l'oreille. Je trouve que excuse-moi, j'insère mon commentaire. Non, mais c'est tout à fait normal. Comme je te dis, Mais moi, les je Pixel tiens compte Buds, du fait qu'ils... les Pods Pro 2, en tout cas, peu importe, m'apparaissent trop timides sur la capacité technique à livrer une bonne musique. Il y a un son spatialisé, mais je pense qu'ils le nomment différemment. Mais tu sais, c'est comme, il n'y a rien qui fait que tu les portes et que tu es content. Ils tiennent pas super bien. Je trouvais que la version précédente tenait mieux à l'oreille. Tenait mieux. Pourtant, il faut les visser. Hein. Tu sais Ouais. que tu peux les tourner dans ton Mais oreille, ça puis finit par étrangement, glisser parce que ça se dévisse, clairement. tout ça se dévisse. Ben oui, dès que tu as quelque chose dans tes oreilles, au gym, j'ai toujours Fait que mes j'ai écouteurs été qui tombent.
Surtout qu'ils ont des bons appareils cet automne. Google, le Pixel 9, le Pro, le Fold est excellent comme téléphone. La montre, la Watch, ils ont enfin une montre qui arrive à côté des montres, des produits rivaux. Les écouteurs ne sont pas encore à point, à mon avis. Oui, et voilà. Fait que c'est les Pixel Buds 2 Pro. Moi, je les aime bien, mais sans plus. Il n'y a pas d'enthousiasme particulier. Ils sont en rose, je le répète. Ils sont roses. Ce qui va plaire. C'est un beau cadeau. Et ils font très, très bien le travail, y compris l'annulation de bruit qui est très correcte. Ça, c'est le fun. C'est pratique. Bouchons. Je vais dire ceci. Probablement que tu peux les avoir gratuitement à l'achat d'un Pixel 9. C'est souvent ce que Google fait. Il y a des promotions comme ça. Ouais, surveiller les promotions. Parfois en solde. Yes. Toi, tu as plus d'écouteurs à nous présenter encore. J'en ai qu'un dans les mains, là, parce que ça fait beaucoup, mais vous savez, Apple a présenté ces nouveaux gadgets, incluant des nouveaux AirPods, les AirPods 4, qui viennent en 2 versions, AirPods de base, donc des AirPods tout court, et une version avec annulation du bruit ANC, en anglais, Active Noise Cancelling. Et on a relancé, pour dire ça comme ça, l'intérêt envers les AirPods Pro 2, qui ont maintenant ce nom-là, parce qu'avant, on disait juste les nouveaux AirPods Pro, mais là, maintenant, c'est officiellement les deux. Au niveau matériel, les AirPods Pro 2 n'ont absolument aucune amélioration cet automne. Il y a des nouveautés logicielles qui ont été présentées. Et ce qui fait beaucoup, beaucoup jaser, j'ai des gens qui m'ont écrit là-dessus, puis vraiment beaucoup, c'est la partie où ça peut devenir une aide auditive, presque une prothèse auditive. Malheureusement, ce n'est pas actif au Canada. Et je parlais avec des gens qui magasinaient beaucoup ce genre de produits-là, et il y a une mode qui consiste à aller aux États-Unis pour acheter, parce qu'on peut acheter des aides auditives en vente libre aux États-Unis, ce qui n'est pas le cas chez nous, qui sont juste des outils spécialisés, ce pas des écouteurs Bluetooth qui se transfèrent, sauf que c'est tout activable par une application mobile et c'est géobloqué. Si vous sortez des États-Unis, ça ne fonctionne plus. Donc, n'allez pas vous précipiter. Santé Canada va certainement finir par réagir devant l'avalanche de produits et la demande des gens, mais ça va prendre encore un peu de temps. Donc, quand on parle des nouveaux AirPods, il faut enlever ça de la liste des « Ah, voici pourquoi j'achèterai des AirPods Pro 2 maintenant ». Vous pouvez les acheter, puis peut-être qu'un jour, la mise à jour logicielle va permettre de s'en servir et d'avoir aussi le test d'audiométrie tonale, le test qui vous donne une idée de comment se comportent vos oreilles et quelles sonorités vous entendez mieux que d'autres. Mais pour l'instant, c'est pas là. Ce qui nous ramène aux AirPods 4 de base. Et la question qu'on peut se demander, c'est lesquels devrais-je acheter? Oui. Je vais vous le dire pendant 5 minutes, puis à la fin, je vais vous le dire en une phrase. Parce que là, attends un peu. Il y a le AirPods de base 4, il y a le AirPods 4 avec annulation de bruit et les AirPods Pro 2. Ça, c'est pas mal le choix. Il y a les AirPods Max qui sont comme complètement ailleurs, là, qui sont des gros écouteurs. C'est ça, c'est beaucoup plus cher sur les oreilles, c'est un autre truc. Mais dans les bouchons AirPods, avant, il y avait le AirPod, maintenant, il y en a 3. Et le Pro, exactement. Le de base, c'est 179 $. Avec annulation de bruit, c'est 249 $ et les pros sont 329 $. Donc déjà, à partir de votre budget, devrait vous dicter lequel devrait plus vous intéresser que les autres. La différence entre le modèle de base et la version avec annulation de bruit, évidemment, c'est la capacité d'insonoriser en partie les bruits ambiants, mais aussi on n'a pas le même boîtier. La version avec ANC a un boîtier qui comprend un petit haut-parleur qui permettent de les jumeler à la fonction, trouver mon appareil, find my device. Donc, si vous les égarez, vous pouvez les retracer plus facilement. Il n'y a pas ça sur les AirPods 4 de base. Donc, si c'est pour un jeune qui prend... L'exemple est très personnel parce que j'en ai prêté à ma fille qui les égare partout. Et là, ceux-là, elle ne les perdra pas. On peut faire sonner son boîtier. On peut aussi le retracer avec l'appareil, avec la fonction Find My. Et il y a aussi la recharge sans fil Qi qui est intégrée au boîtier des versions avec ANC. Donc, on paye pour l'annulation, mais on paye aussi pour 2-3 gadgets de plus, notamment au niveau du boîtier. Dans les deux cas, on a revu la façon dont on interagit avec les écouteurs. Un peu comme les AirPods Pro, on commande le son à partir de la tige, et c'est pas juste l'effleurement, il faut pincer, et il faut glisser d'une façon qui évite les faux gestes. C'est vraiment très ingénieux. Cette partie-là des AirPods est vraiment très bien. La façon qu'on contrôle la lecture de musique, tout ça, la prise d'appel, et ainsi de suite. Ça demande un petit peu plus d'effort, entre guillemets, dans le sens qu'il faut aller pincer l'oreillette, mais ça évite les interfaces tactiles par effleurement, généralement, ne fonctionnent pas très bien. Donc là, on a évité ça. Fait que ça, c'est une meilleure façon. Et c'est maintenant nouveau sur les AirPods 4 ou 4 avec ANC. C'est cette qui est inspiré évidemment des pros. Le son, évidemment, il est vraiment supérieur dans la version avec annulation de bruit. Il faut dire une chose, ce sont des écouteurs qui n'ont pas de bouchon de silicone. Ce n'est pas des écouteurs qui bouchent le conduit auditif. Donc, nécessairement, il n'y a pas cette insonorisation passive-là qu'ont la plupart des appareils. En fait, tous les appareils avec annulation de bruit, sauf eux, c'est les premiers du genre avec l'ANC. Il n'existe pas d'autres versions d'écouteurs comme ça qui ont l'annulation de bruit
en étant Ouvert. oreille ouverte, ouais, exactement. Voilà. Donc oui, la qualité de l'insonorisation n'est pas optimale, mais elle est étonnante parce qu'on entend le bruit de fond, mais très atténué. Donc on peut quand même les porter dans la rue, sur le trottoir, marcher et entendre ce qui se passe autour, mais d'un niveau moins élevé. J'écrivais dans la presse cette semaine que, parce que je parlais avec des audiologistes, que le principal problème des écouteurs, c'est pas les écouteurs, c'est qu'on écoute toujours le volume trop fort pour compenser pour le bruit ambiant. Donc, si vous avez à faire un choix pour des écouteurs, vous avez les moyens, allez-y avec des écouteurs qui annulent le bruit. Ça permet de réduire le niveau sonore et donc votre oreille ne sera que plus contente plus longtemps. Et ça, c'est très vrai. Ça permet effectivement d'écouter de la musique à un volume moindre, facilement 30-40% moins élevé que les écouteurs ouverts sans annulation, et d'avoir quand même la précision et la richesse du son. Dans le département des écouteurs à oreille ouverte, dans ce genre-là, les AirPods 4 sont les meilleurs en termes de qualité sonore. Les basses sont riches, les aigus sont audibles, l'espèce d'intermédiaire, les notes au milieu s'entendent très bien aussi. Évidemment, il faut comparer avec tonalité égale. Il n'y a pas d'égalisateur. On ne peut pas personnaliser le spectre sonore sur les AirPods, sur l'iPhone ou sur les produits Apple, comme on peut avec les appareils sur Android ou ailleurs, ou de tierces marques. Ça, ce serait un irritant pour les amateurs de personnalisation. Et c'est toujours le problème avec Apple, c'est qu'eux, ils pensent mieux que vous ce que vous voulez. Là. C'est toujours un peu cette approche-là. Puis ça, c'est effectivement gossant après un certain temps. Mais dès leur sortie de la boîte, le son est totalement bon. Pour un appareil qui est très petit, qui n'a comme pas de sonorisation passive, c'est une belle amélioration. Évidemment, on ajoute le son spatial, là, comme on fait sur les écouteurs un peu partout maintenant, avec le suivi de la tête. Donc, si vous regardez une vidéo sur votre téléphone et vous tournez la tête, le son vient quand même de là où se trouve votre téléphone. Ça ajoute. Ça amplifie la stéréophonie. C'est une belle addition sur la musique, entre autres, quand vous écoutez de la musique, cette spatialisation du son où vous avez vraiment l'impression d'être assis dans le milieu d'une pièce sonore plutôt que d'avoir juste deux canaux. Il y a quelque chose de bien. Évidemment, Dolby Atmos fait la même chose dans bien d'autres appareils. Ce n'est pas exclusif à Apple. Il y a évidemment le protocole Bluetooth 5.3 qui est tout à fait correct pour la transmission avec les codecs AAC et SBC. SBC, tout le monde a ça, c'est un peu banal. AAC, c'est une qualité sonore un peu plus riche. C'est pas du lossless, mais c'est quand même une bonne qualité de compression, pas trop intense. Donc le son sort plutôt bien. Ce qui fait que le signal s'envoie bien. J'aimerais vous dire que ça améliore l'autonomie, mais on ne va pas s'énerver avec ça. On a 4 heures d'autonomie sur les AirPods 4 avec ANC quand on active l'ANC, l'annulation du bruit, ce qui est 1 heure de moins que si on la désactive. Donc, vous aurez compris que les AirPods 4 de base, eux, ont 5 heures d'autonomie par charge. Le boîtier multiplie ça par 5 sur les AirPods 4, donc on a 25 heures au total. Les AirPods 4 avec ANC, eux, multiplient ça par 4, donc on a 16 heures environ d'autonomie sur les AirPods 4 avec ANC. Les AirPods 2 Pro, les AirPods Pro 2, j'aurais dire, font mieux. On a 6 heures avec l'annulation du bruit et le boîtier rajoute un autre 24 heures, donc on a un total de 30. Donc, de ce côté-là, ils sont vraiment meilleurs. Donc, vous voyez un petit peu le spectre des AirPods. Moi, ma théorie, c'est que la plupart des gens, avec les AirPods 4, avec annulation du bruit, c'est exactement ce que vous voulez comme genre d'écouteur. Et si vous avez vraiment le désir d'annuler tout le bruit autour de votre tête, là, évidemment, les AirPods Pro sont une bonne suggestion, mais les AirPods 4, avec annulation de bruit, font le gros de la job, peu importe. Il y a vraiment une fine nuance avec l'insonorisation, avec les embouts de silicone qui n'est pas la fin du monde. Donc, c'est peut-être le meilleur choix. En attendant de voir la mise à jour des AirPods Pro 2 qui va nous permettre de savoir si effectivement les gens qui auraient besoin d'une petite aide auditive de temps en temps vont pouvoir les utiliser dans ce contexte-là. Ça, c'est pas clair encore, on ne l'a pas essayé. Donc, je ne peux pas vous le dire. Mais ça vous donne un portrait un peu de ce qu'est l'offre des AirPods. Et surtout, ce que ça dit, c'est que les AirPods sont, pour une raison que bien des gens ignorent encore aujourd'hui, l'espèce d'écouteur de référence. Tout le monde arbore fièrement cet écouteur blanc à l'oreille. Et je me disais, j'espérais qu'ils allaient lancer des AirPods 4 en noir, en rouge et en blanc ou quelque chose comme ça. Mais on se colle au blanc. Donc, clairement, on sent chez Apple que c'est un élément distinctif. Les écouteurs blancs, ça fait référence à Apple, donc ça apparaît bien et les gens aiment s'afficher avec ça. Donc, si vous voulez flasher avec style et avec une meilleure qualité sonore, définitivement les AirPods 4 avec ANC dans le tas, là, dans la famille AirPods, c'est vraiment le modèle que je conseillerais en tout cas, définitivement. Et si vous êtes déçus, vous m'appellerez, on en parlera après, il n'y a pas de problème. Écrivez-nous là-dessus. Ouais. C'est très drôle parce qu'Apple encore a la stratégie d'offrir un produit à un prix abordable, le prix d'entrée de gamme. Mm-hmm. Puis tu as le modèle au-dessus qui est pour moi toujours l'option. C'est du marketing, techno, ben oui, voilà. Tu dis, tu arrives au magasin, tu dis, hey, pour $150 de plus, tu as plus de stockage, pour $150, tu as plus.
ben, OK, il va mettre le petit montant de plus. Voilà. Pour les écouteurs, c'est la même chose. Moi aussi, j'irai vers l'ANC juste parce que ça va rendre l'écoute plus agréable. Alain, on a eu du plaisir. Absolument. Moi, j'ai eu du plaisir. J'espère que tu as eu du plaisir. J'espère que vous en avez aussi à la maison, partout au gym ou en voiture qui nous écoutez. On va remercier nos partenaires, TELUS et Plan Hub, C23, le groupe Cogeco qui diffuse et distribue le podcast partout dans l'univers. Claude Hébert à la mise en onde avec Jean-Christophe Ouellet. Merci beaucoup. Alain McKenna, on peut te lire dans la presse. Moi, on peut me lire sur pascalforget.com. Je mets souvent des critiques plus détaillées des produits dont je parle. Je m'amuse. C'est mon podcast personnel. Je ne fais pas de revenus avec ça, mais ça me fait toujours plaisir que vous me lisiez. N'hésitez pas. Oui, monsieur. Merci Pascal aussi à ton tour. Évidemment, allez lire ce qui s'écrit sur le site de Pascal. C'est toujours intéressant. Et puis, sinon, on vous souhaite une bonne semaine. Un bon début d'automne, Pascal. Des citrouilles partout. Boucle la boucle, exactement. Et on se reparle la semaine prochaine pour une autre tasse de tech. Salut tout le monde.